Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, mois de mai, mois des travailleurs. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait leur dédier son plateau. À la loupe, leurs conditions de vie et de travail, ces dernières années, bien entendu, et les perspectives sur le régime du nouveau départ, avec en tête Patrice Talon, reconduit pour un second mandat. Regard croisé d'un travailleur radié de la fonction publique, responsable de Sucroix, responsable syndical, et un autre, toujours en activité. Thème en débat, conditions de vie des travailleurs béninois ces 5 dernières années. Quelle perspective possible? L'instant débat, c'est tout de suite maintenant. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Mathurine Sosoupé, elle n'est plus à présenter. Elle est la secrétaire générale adjointe de la CSTB. Oui, c'est l'invité en posture de travailleurs qui déploie vraiment en activité, donc radié de la fonction publique. Comment ça se vit? Elle nous dira un peu tout à l'heure. Mathurine Sosoupé, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien. C'est à moi de vous remercier. Je salue tous les téléspectateurs et on remercie aussi tous les journalistes de Sika TV qui pérennisent l'émission. Toutes les émissions sur Sika TV. Merci pour la disponibilité en face de vous. Jean-Eudes Thomas, enseignant, il a accepté donc d'être à nos côtés pour partager avec nous ce qui aura constitué ces dernières années le soubassement de la réalité du travailleur qu'il est au quotidien. Oui, travailleur toujours en activité, ça fait une petite différence avec son vis-à-vis. Jean-Eudes Thomas, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est un merci partagé. Mois de mai, oui, nous le disions à l'entame, mois où on a une pensée toute particulière pour les travailleurs, peu importe la position. Madame Mathurine Sosoupé, j'ai bien envie de me retourner vers vous. Ça fait un petit moment, pratiquement 2 ans. En tout cas, vous allez préciser tout à l'heure que vous portez la casquette peu enviable, de travailleurs radiés de la fonction publique. Alors, lorsqu'on parle du mois de mai, avec tout ce que ça comporte comme ferveur, comment vous le vivez? Le mois de mai devrait être un mois, non seulement pour se remémorer le sacrifice des ouvriers de Chicago, mais aussi pour permettre aux travailleurs de jouir de l'effort ou bien de ce sacrifice-là de ces ouvriers par rapport aux fruits que cela devait nous donner tous les 1er mai. Mais le constat est amer, c'est tout comme si nous retournons vers la période des ouvriers de Chicago qui ont versé leur sang. La vie est très dure pour les travailleurs et dans le monde et notamment pour ceux béninois. Très dur. Alors pour le travailleur, je l'ai dit tout à l'heure, un peu radié, quand vous embrassez ce mois de mai, ça se vit comme si, bon, il ne s'est rien passé ou vous le vivez d'une autre façon? On sent qu'il y a un vide. Il y a un vide puisque lorsque vous n'êtes plus en fonction, le salaire que vous percevez, vous réalisez des choses avec, vous résolvez des problèmes avec, mais lorsque vous êtes privé de ce salaire-là, il y a ce vide-là que vous ressentez énormément. Et nous vivons jusqu'à présent grâce aux assistances des uns et des autres que nous profitons de l'occasion pour remercier sur ce plateau. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, si je crois, sans vouloir trop rester sur ce sujet, mais dites, votre cas, c'est celui d'un certain nombre d'enseignants n'ayant pas pu, en son temps, suivre les instructions de l'autorité, si on peut le dire ainsi. C'est des cas qui sont consommés parlant de votre radiation où il y a encore une possibilité de retrouver la fonction publique. Nous estimons qu'il y a toujours une possibilité de retrouver la fonction publique, d'autant plus que vous avez parlé des instructions de l'autorité. Une autorité qui veut donner des instructions doit pouvoir se baser sur les tests pour donner les instructions. Alors, si une instruction est donnée, est-ce nihilo parce qu'on a envie de donner une instruction et que des gens qui connaissent les tests et qui sont des éducateurs estiment qu'il ne faut pas aller se donner à l'exécution de ces instructions, nous devrons alors continuer par avoir de l'espoir. Et c'est ce que nous espérons. Et nous continuons toujours les démarches. Le dossier est devant la justice, mais les syndicats qui veulent bien continuent de poser notre problème. Et nous sommes dans l'attente que d'ici à là, le problème
sera réglé. Ok, beaucoup dans l'espérance, on vit, on peut dire. Vous êtes aujourd'hui au nombre ne meurt jamais. Ah oui. Nous sommes 305. 305 à être radiés. Bientôt 20 mois que nous n'avons plus jamais perçu un seul copec. Et ce qui est même dramatique et qui est méchant, c'est que depuis les 20 mois, l'État restait à nous devoir des choses. Il y a des gens qui n'ont jamais été reclassés, mais qui portent leur diplôme, des gens qui attendent des rappels, des gens qui attendent des avancements. Et lorsqu'on fait la somme, ça fait des centaines de millions qu'on doit à ces 305 enseignants. Mais jusqu'à présent, pas un copec. C'est récemment, il y a quelques semaines, environ 3 semaines, nous avons été obligés d'écrire à la fonction publique qui nous a renvoyés vers les 2 ministres qui nous ont radiés. Et à ces 2 ministres, nous avons écrit et l'enseignement primaire a répondu. Mais finalement, la fonction publique nous a écrit pour dire bon, c'est votre droit de réclamer vos avancements, reclassements et vos rappels et que les dispositions sont prises. Sans autre contenu de détail, nous estimons que bon, nous allons nous rapprocher de pouvoir. Quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour nous payer ce à quoi on avait droit avant notre radiation. Alors, conditions de vie des travailleurs, c'est ce qui nous réunit ce matin. Oui, Jean de Tomawa, quand on présente le tableau comme ça, c'est toujours avec fierté d'être travailleur qu'on embrasse ce mois de mai. Lorsqu'on veut célébrer l'anniversaire du travail, tout travailleur est fier de célébrer l'anniversaire de ce qu'il fait. Et encore que le travail, surtout certains métiers, c'est la passion. Ce n'est pas forcément la rémunération directe. Sinon, si le choix était donné, les gens allaient refuser certains métiers. Mais on a besoin d'enseignants, on a besoin de médecins, ainsi de suite. Donc, celui qui est médecin, c'est parce qu'il aime ça. Donc, c'est une passion. Maintenant, lorsque notre traitement par rapport à ce que nous faisons au niveau des différentes autorités, là, nous pouvons dire que ce n'est pas encore une fierté. Je suis heureux et fier d'être enseignant, mais la manière dont on traite les enseignants dans ce Bénin, ce n'est pas une fierté. Vous parlez de la manière, et quelle est-elle, cette manière-là? Non, les enseignants, d'abord, au Bénin, les enseignants, c'est des fonctionnaires de seconde zone. Ce ne sont pas des fonctionnaires qui ont droit à tout comme les autres. Nous sommes nombreux, les gens disent, et il faut que nous soyons nombreux. Et il faut que nous soyons encore plus nombreux que ça pour que les enfants du Bénin aient de meilleures éducations. Parce que dans une salle de classe, si j'ai près de 60, 70 élèves, or dans la norme, il faut diminuer, donc il faut encore dédoubler, il faut encore plus d'enseignants. Voilà que lorsqu'on veut vous donner 1000 francs en gongon, vous dites qu'on veut ajouter 1000 francs aux enseignants et que ça fait tel nombre de milliards. Et c'est les milliards qui sont avancés et pour le peuple, les enseignants sont bien traités. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on paye une maîtrise à 135 000 le mois, comprenez que personne ne peut nous dire que l'enseignement est mieux payé. Donc, nous attendons encore. Personne ne peut avoir une maîtrise et être payé à 135 000 le mois. Je vous en prie, Monsieur Joël, nous souffrons. L'enseignement, ce n'est pas encore meilleur. Mais nous y sommes. Mais aujourd'hui, au Bénin, ce n'est pas encore la priorité des gouvernants. Je crois qu'ils vont prendre la mesure des choses pour que les enfants du Bénin vivent mieux. Parce que la prospérité dont on parle, ça doit jaillir sur les enfants du Bénin. Lorsqu'ils veulent aller à l'école, ils vont trouver des écoles de bonne qualité, des enseignants de bonne qualité pour donner les meilleures instructions. Lorsqu'ils veulent aller à l'hôpital, ils vont trouver des centres de santé de bonne qualité où il y a les infrastructures qu'il faut adéquates pour qu'ils soient bien soignés. C'est tout ce que nous demandons au pouvoir en place. C'est vrai, ceux qui sont dans les administrations, ils ne vivent pas exactement la même chose que nous. Moi, je ne vais pas dans une salle de calme climatisée. Au moins, ils vont dans un bureau climatisé. Oui. En attendant que nous disons maintenant, de façon générale, ce que les travailleurs vivent sous cette rupture-là. Ok. Oui, conditions de vie et de travail, disons nous. Quand on suit M. Jean-Eudes Tomawa, c'est à croire qu'il y a encore beaucoup à faire, mais ce qui est sûr, on ne finit jamais de tout faire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées parlant des conditions de travail aujourd'hui? C'est vrai, vous êtes radié, ça fait 20 ans, 20 mois plutôt. Hein? On espère que ça n'ira pas jusqu'au chiffre que j'ai prononcé tout à l'heure. Là. Donc 20 mois, mais des retours continuent de vous parvenir en ce qui concerne les conditions
de vie, mais aussi de travail de vos pairs, puisque vous êtes secrétaire général adjoint. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les conditions de travail ne sont pas des plus aisées? Il a semblé parler encore d'effectifs pléthoriques, de salles de classe, pas de bonnes conditions. On peut dire qu'on n'a pas vraiment avancé sur ce terrain aujourd'hui? Vous avez écouté celui qui est en fonction, qui perçoit de salaire. Aujourd'hui, il est au moins à 135 000, j'espère bien. Et il a montré en quoi c'est nettement insuffisant par rapport à la vie qu'un maîtrise en fonction devait mener. Parce que lorsqu'on va sur le marché aujourd'hui, permettez que celui qui a la maîtrise ait envie de prendre le riz parfumé. Je suis allé au marché il y a 3 jours. Le sac de riz parfumé est à 30 000, 25 kilos, 30 000. L'huile, le litre d'huile qui était auparavant 500, bien 600 ou plus en 2016, est passé à 1000 francs. Alors le sac de riz là dont je parle était à 21 000 et c'est passé à 30 000. Lorsque vous touchez le sucre, le maïs, le tonneau de maïs est à 300 francs. Alors, si celui qui a 130 000 ou bien 135 000 veut acheter le demi-sac de maïs et le sac de 25 kilos de riz, payer de l'huile et acheter tous les autres, il ne peut plus aller se faire soigner et soigner sa famille. Donc ça veut dire que la vie est très dure. En dehors de ça, il a parlé de l'effectif pléthorique des élèves dans les classes. Donc c'était un vieux problème qui est posé depuis. On nous a dit qu'on est en train de faire les réformes, mais il a parlé, vous constatez que c'est toujours la même chose. Et ce qui est plus grave, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des classes d'examen qui n'ont pas de professeurs principaux. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons commencé la rentrée, ou bien les travailleurs, les enseignants ont commencé la rentrée, ça fait bientôt 7 mois. Mais jusqu'à présent, il y a des classes sans enseignants qui vont à l'examen. Mais il y a... Sur le territoire. Sans enseignants, on fait des substitutions, n'est-ce pas? On fait des substitutions pour que des enseignants de classe peut-être intermédiaire puissent venir combler le gap qu'il y a. Non, quelle substitution? Un enseignant, un horaire donné, non? Si j'ai 20 heures, pourquoi on va me prendre encore pour me substituer à l'autre? Voulez-vous dire qu'il y a des apprenants qui sont sans enseignants? Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des apprenants en classe d'examen sur l'étendue du territoire qui continuent d'être sans enseignants dans certaines matières, notamment principales. Des enseignants de D et C, peut-être qui vont au bac dans les régions du Nord, qui n'ont pas d'enseignants de mathématiques ou bien de physique. Comment est-ce qu'ils iront travailler? Mais on nous a dit que les réformes sont bonnes. Les autorités on a maintenant trouvé le chemin pour corriger l'école. On a mis à la porte 305 enseignants. Et on a fait du tapage. Et tout ça, c'est pour zéro. Alors du coup, vous voyez que les réformes ont été des réformes notamment assassines dans tous les domaines. Mon ami tout à l'heure a dit que dans l'administration publique, c'est-à-dire ceux qui sont au bureau, il a comme impression que ceux qui sont au bureau vivent mieux. Non, nous sommes responsables et nous avons les rapports. Presque les primes sont supprimées partout, toutes les primes. Alors, celui qui est au bureau... Quand vous le dites, il faut dire les choses avec exactitude. Vous avez dit les primes supprimées. Oui. On a ouï dire, bon, vous êtes mieux placé pour nous dire peut-être le contraire, les primes supprimées, mais les salaires tombent régulièrement, pas d'arriérés, et ensuite, il y a eu d'amélioration à des niveaux donnés. Alors, je suis dans une administration, je suis à un SMIC. Je suis au SMIC, 40 000 francs. Comment je peux aller sur le marché lorsque le kilo du maïs est à 300 francs, le sac de maïs est à 30 000, le riz, dernière qualité, 25 kilos, j'ai été au marché aussi, c'est 10 000, je dois acheter l'huile, je dois acheter tout le savon et tout le reste, je dois me déplacer, soigner ma famille tout au long du mois, ainsi de suite. Comment est-ce que je peux travailler pendant un mois avec 40 000 francs? C'est ça le SMIC aujourd'hui. Et il n'y a pas de hiérarchisation des salaires. Donc, dans l'administration publique... Non, pas encore. Même dans ça a été promis, la question de hiérarchisation. Moi, je suis responsable, je suis la SIGA de la CSB. Je dis c'est promis depuis... Il y a eu, mais lorsque l'autre est arrivé, jusqu'à présent, il n'y a pas eu hiérarchisation des salaires. Des gens ont travaillé pendant 20 ans, ils continuent de gagner 40 000 francs. 20 ans, 25 ans, ils sont en train de gagner 40 000 francs. Il n'y a pas de hiérarchisation de salaire. Mais l'autre aspect que les gens ne voient pas souvent... Lorsque nous percevons, les travailleurs salariés perçoivent les salaires et vont sur le marché, les choses coûtent cher. Ils se posent mille et une questions. Mais pourquoi? Alors, nous sommes allés creuser un peu, nous avons vu un fait banal. Oui. De quoi s'agit-il? Vous voyez les transporteurs là, ceux qui ont les grands camions qui transportent les bagages. Oui. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un quitte Malanville, vient à ses mains et charge des bagages
et retourne à Malanville. Il va traverser 4 ponts péages. 4 ponts péages, à chaque pont péage, il paye 46 000 francs. Lorsque vous faites x4, ça avoisine à 200 000 pour le seul chargement par rapport au pont péage. Or, auparavant, les ponts péages n'étaient pas aussi nombreux et à chaque pont péage, il payait 13 000 francs. Donc, du simple, on est passé pratiquement au triple. Sinon, plus que le triple, même plus de 46 000 francs par rapport à 13 000 francs. Donc, lorsque les gens transportent les produits vivriers et autres du nord vers le sud et du sud vers le nord, ils font réjaillir ces dépenses-là sur les produits qu'ils transportent. Donc, ça pèse sur les travailleurs aussi. Pareil pour celles qui vendent les pagnes et autres là dans les marchés. N'allez pas chercher à acheter. Ces tasses, les gens se plaignent. Alors du coup, indirectement, le travail paye tout ça. Mais en dehors de ça, sur l'électricité et l'eau, c'est des charges énormes. On a augmenté le kilowatt de l'électricité cette année, à partir de 2021. Donc ça a augmenté. L'autorité a averti. C'est toujours dans le même salaire que le travail doit payer. Et bien pourtant, ça fait plus de 6 ans que le salaire n'a pas augmenté de COPEC. Et pendant ce temps, lorsque vous criez, vous critiquez, et vous avez faim, puisque c'est ce qui est aujourd'hui et dommage, c'est la faim qui tenaille les travailleurs. Lorsque les travailleurs veulent manifester leur colère. Toutes mes excuses, mais vous parlez de ce que vous vivez ou vous parlez vraiment des travailleurs? Mais bon, je ne suis pas travailleur, mais je suis tenu de manger. On sait, oui, mais on n'a officiellement pas de travailleur qui ait dit avoir vraiment faim. Jusqu'à là où nous parlons, on n'en a pas connu. Qui ait dit que ça ne va pas, on n'arrive pas à manger. Oui, ils nous disent ça. Ils vous disent ça. Nous abordons déjà la période où les gens vont voler des marmites de riz sur le feu. Ça, c'était passé au temps... C'est vieux ça. C'était passé au temps du PFPB. Tout à fait. Où les travailleurs n'ont plus de salaire. Mais celui qui a 40 000 francs, qui doit faire face à une charge d'au moins 150 000 francs, il va faire quoi? Surtout pas voler. Non, mais je ne dis pas qu'il va voler. Moi, je ne lui conseille pas ça. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Comment il va faire? L'instinct va amener quelqu'un qui est dans cette posture-là, qui ne sait pas comment il faut résoudre les problèmes, à faire des choses qui sont peu recommandables. C'est ça que nous disons. Alors, dans ces conditions, la situation est très, très, très déplorable aujourd'hui pour les travailleurs. Ne parlons pas de nous qui n'avons rien. Celui qui est salarié, là, c'est lui qui vous a parlé tout à l'heure. Nous, on n'a rien. 305 enseignants dans la nature. Et il y a des milliers de travailleurs qui ont été licenciés. Tous les travailleurs de la Sonapra sont dans la nature. Sonapra, Sonacop, Libercom, Béné Télécom, SA... N'en parlons plus, c'est trop. Oui, mais des milliers de travailleurs. Avec les gens meurent seulement. Non, sérieusement, avec les concours lancés récemment, on a pu combler les gaps, non? Concours ou quand? Lancés au niveau de la fonction publique. En quelle année? Il y a des concours sectoriels, madame. Par exemple, dans le secteur de l'enseignement depuis 2016. Non, il n'y a pas eu de... Ils ont repris le concours annulé. Oui. À part ça, plus d'autres concours. Maintenant, dans d'autres secteurs, je ne sais pas. Il y a que quelques-uns qui ont, par exemple, pour les auditeurs libres. Oui. Bon, ça, si on dit qu'on cherche 40 par rapport à des milliers de gens, il y a plus de 15 000 qui ont déposé les dossiers. Vous voyez, je dis 15 000, il peut y avoir eu 100 000 même de jeunes diplômés qui ont envie d'exercer une telle fonction. Mais on prend 40. Tout le reste est dans la nature et ils doivent manger. Donc, tout cela sont liés à des travailleurs. Vous êtes père de famille, mère de famille, vous avez le seul salaire, vous subvenez aux besoins de vos parents directs. Il y a des soeurs, des neveux, des cousins, tout cela vous regarde. Donc, le salaire du fonctionnaire béninois ou bien du travailleur salarié béninois, ce n'est pas seulement pour lui seul. Donc, nous estimons que lorsque la situation est telle, pour un dirigeant qui a les pieds sur terre, qui observe, qui veut réellement être président de la République, porté par les populations, il doit pouvoir revenir et revoir la situation. C'est pour cela que nous exigeons qu'on augmente l'indice réel au moins à 50%, qu'on double au moins le SMIC qui était de 40 000 francs à 80 000 francs et qu'on hiérarchise les salaires par rapport
au salaire dans les privés. Ce qui peut être fait en termes de perspective. Oui. On y reviendra plus amplement, mais Monsieur Tomawa, ce qu'on a souvent entendu de la bouche des travailleurs parlant de leurs conditions de vie et du travail, c'est, parlant du cadre, les aspects que vous avez évoqués un peu plus tôt, mais il y a la question récurrente de reclassement et d'avancement, souvent revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est des problèmes qui demeurent? Le problème d'avancement, de reclassement, c'est la bête noire même des travailleurs, c'est-à-dire... La bête noire, oui, c'est-à-dire les travailleurs souffrent pour ça. Avancement, reclassement, les travailleurs souffrent pour ça. Je vous avoue, il y a des gens qui attendent d'être reclassés et qui n'ont pas encore eu leur reclassement. Il y a des gens qui attendent d'être avancés, n'ont pas encore eu leur avancement. Oui, 2 mois, 3 mois, on connaît la lenteur administrative. Ce n'est pas une question de 2 mois, 3 mois. Je vous explique. Dans le privé, lorsqu'on vous donne 500 francs en plus, vous l'avez automatiquement. C'est-à-dire l'ancienneté, la grille salariale est là. C'est-à-dire, lorsque vous portez 2 ans d'ancienneté, vous tombez dans tel échelon, en même temps, l'incidence suit. Mais dans le secteur public, lorsque tu passes d'un échelon à un autre, c'est 2 ans plus tard. C'est-à-dire, si je suis à l'échelon 2, 2 ans après, je passe à l'échelon 3. Mais avant de jouir de ça, c'est plutôt peut-être 1 an et demi après. C'est-à-dire, je m'apprête à porter encore un autre échelon, ou je porte d'abord même un autre échelon avant de bénéficier de l'ancien. C'est ce que nous vivons. Et lorsque vous commencez par bénéficier... C'est ce que vous viviez. Parce qu'on se rappelle, il y a eu beaucoup de pourparlers. Il y a des gens depuis 2008, ils n'ont jamais été reclassés. Qui ont leur diplôme en main, ils n'ont jamais été reclassés. C'est nous qui allons vous expliquer ça. Oui. Okay. Non, c'est ce que nous entendons aussi. C'est différent de ce qui se dit. Ce que je dis là, je vis ça. Et les autres vivent aussi. Donc, peut-être tu t'apprêtes à porter un autre échelon et tu commences par bénéficier de l'avantage de l'échelon porté il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans pratiquement. Et lorsqu'on veut te payer le salaire, tu prends le salaire de l'échelon que tu avais porté avant, mais il y a des moins perçus. C'est-à-dire, depuis le moment où on doit me donner ça, des moins perçus. Ces moins perçus-là, je dirais que l'État pratiquement gelé ça. Les rappels. C'est ça qu'on appelle les rappels. L'État a pratiquement gelé ça, je vous en prie. L'État a pratiquement gelé. Pratiquement, cela signifie que ça se fait. Peut-être qu'il y a quelques flottements. Ce n'est pas des flottements. C'est-à-dire, finalement, les gens courent. Quand tu vois quelqu'un, il va te dire... On a comme l'impression que c'est un échelonnement, compte tenu de la caisse. Je ne peux pas savoir comment ça se passe réellement. Mais le président de la République a promis, lorsqu'il a rencontré les secrétaires généraux, je crois en ce moment-là, il les a reçus dans son salon d'audience. Ce n'est plus à la table de négociation, c'était des fauteuils rouges ou des choses là. Puis c'était bien beau. Puis il avait annoncé les choses. Et dans sa cellule de communication a accompagné pour dire que ce budget-là, c'est un budget éminemment social, c'est ceci, c'est ceci. Oui, bon. Oui. La faisabilité, ça a été quoi? Maintenant, j'ai des collègues jusqu'à ce jour qui t'appellent pour dire comment va faire. Nous-mêmes, là, on ne produit pas la chose. Ceux qui doivent nous payer sont le ministère des Finances. Ils ne payent pas. Comment nous allons faire? Nous n'avons pas la force. Et la seule manière de nous manifester par rapport à cela, c'est d'aller en grève. Il nous a pris ça. Non. Il y a un autre cadre désormais défini. Est-ce que ces travailleurs ou ceux qui sont dans cette situation ont prêté leur voix à ces rencontres qui se font de façon cyclique désormais? Les rencontres de négociation, vous voulez dire? Oui. Si c'est les rencontres de négociation, la SG est bien placée pour vous dire de ce qui se passe. Parce que les gens, c'est des fuites en avant. Si vous les écoutez, c'est des fuites en avant. Ce qui se passe, la SG va vous expliquer ça clairement. Mais je sais que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les moins perçus peinent à tomber. C'est-à-dire ce que vous nous devez, qui n'est plus à aller revendiquer, ça peine à tomber. Ça peine à tomber. Alors, quelle est la réponse apportée pour expliquer le fait que ça peine à tomber? Non, mais est-ce qu'il y a de réponse? Il n'y a aucune réponse. En tout cas, pour nous, il n'y a aucune réponse. Et lorsque vous manifestez, on vous dit que les enseignants, c'est-à-dire, j'ai suivi la ministre de la fonction publique, celle qui est là actuellement. Elle a dit ceci, que les enseignants sont bien payés. Nous l'avons entendu aussi. Je vous assure, Joël, quand elle a dit ça, elle a reçu un choc. Si c'était possible qu'on décide des choses, elle devait être là. On ne peut pas dire que les enseignants sont bien payés. Lorsque vous payez le CAPES,
le service, celui qui est professeur certifié, il entre en fonction avec 165 000. Et au début, là? Oui, au début. Est-ce que ça allait à ce niveau? 165, 163. C'est le montant, ça, actuellement. Oui. Et il faut qu'il fasse 10 ans de fonction pour trouver 250 ou 270 000. Non. Ceux qui ont un bac plus 2 gagnent ailleurs en début de fonction. Comment on peut nous dire qu'on est bien payé? Et le ministre des Finances, je vous assure tout, si mon père avait occupé ces hautes fonctions aussi, je vais étudier aussi à Harvard. Je ne suis pas aussi quelque chose là. Je t'assure tout, monsieur Joël. Si j'avais eu ces possibilités, mon papa est un conducteur de véhicule, il roule voiture, c'est un chauffeur. S'il avait ces conditions, je vais étudier. C'est dit, non, si mon père aussi fut directeur de cabinet ou était dans la chancellerie politique quelque part, je vais étudier. Pourquoi? Je ne vois pas la comparaison. Pourquoi je dis ça? Oui. Le ministre, je l'écoutais lorsqu'on manifestait en 2017 par rapport à l'application des statuts et des conditions dans le statut particulier. Il a dit les enseignants, ils ont déjà l'argent de... Je vais dire ce qu'il a même dit en fond. Et donc, expliquez à nos téléspectateurs. Les anciens ne veulent plus prendre le beignet de 25 francs en plus de la bouillie, mais ils veulent maintenant prendre du croissant. On peut caricaturer comme ça celui que vous payez à 165 000 le mois et que je dois venir en cours. Et on nous exige que l'enseignant doit être bien habillé. Et je dois aller dans le même marché que le ministre. Non, on ne vous a jamais demandé d'aller dans le même marché que le ministre. C'est pas le même. Ou bien il mange là, il paye ça en France. Il paye ça en France, ou bien il y a d'autres marchés pour eux. Non, ne va pas acheter le riz parfumé. Va acheter le riz de 10 000, de 25 kilos. Ça, c'est pas une alternative. Même si c'est ça, je vais instruire mes enfants. Ils vont aller à l'école. Le soin, l'eau potable. Ils doivent boire ça. Je ne peux pas leur donner l'eau de puits pour ne pas payer tous les jours de médicaments. La facture est là, l'électricité. Et si je veux que mes enfants aient un peu plus de confort au même titre que les enfants du ministre, pas exactement à égalité, s'ils doivent avoir une connexion Internet à la maison pour qu'ils fassent de recherche, c'est encore tassé. C'est une nécessité. C'est indispensable aujourd'hui. Donc, dans quelles conditions? Voilà les conditions dans lesquelles vivent les travailleurs béninois. Et nous n'avons plus de mots. Parce que la grève, c'est sur 2 jours. Non, attendez qu'on s'entende. Officiellement, ça a été dit, on peut régler les problèmes sans pour autant battre le macadam. On peut régler les problèmes sans pour autant empêcher les enfants de venir à l'école, empêcher les uns les autres d'avoir accès aux soins. Et la formule qui a été trouvée, c'est ce cadre de concertation, donc de dialogue. Je veux me retourner donc vers vous, qui avez l'habitude d'y prendre part. Il se passe finalement quoi au sein de ce cadre pour que les problèmes, avec ce que nous entendons là, demeurent? Le cadre, la commission de négociation gouvernement central et confédération syndicale, qui est un cadre où les travailleurs, normalement, les représentants des travailleurs, le gouvernement devait se voir pour voir dans quelle mesure il faut satisfaire aux revendications qui tiennent encore aux travailleurs, est devenue aujourd'hui une structure dont le fonctionnement est rare. Expliquez-vous. On peut dire que sur 2 ans, c'est à peine on se retrouve 2 fois. Sinon, en 2020, il n'y a même pas eu de négociation en tant que telle en 2020. Il semble que c'est les négociations de 2019, les négociations de 2019 qui ont eu lieu. À cause du Covid, il a été difficile de réunir encore la commission de négociation gouvernement central et confédération syndicale. Là, il n'y a pas de problème. Normalement, il y a des problèmes qui n'ont pas besoin d'être versés à la commission. Tout ce qu'il dit là, avancement, reclassement, rappel, ce n'est pas des revendications. Ça là, c'est des droits, c'est des choses que vous devez, c'est des acquis des travailleurs que le gouvernement devrait être en train de régler au quotidien. On nous a dit qu'il y aura avancement automatique, il y aura rappel automatique, tout ça là, mais zéro, on n'a rien vu. Quand ça n'a pas été fait, quel était votre commission, lorsque la commission se réunit, la commission de négociation gouvernement central et confédération se réunit, à quoi assistons-nous? Moi, je suis membre de la commission. Auparavant, les cahiers de revendications que nous remettons aujourd'hui, peut-être le vendredi 30 mai, seront donc croisés. Les différentes revendications des confédérations seront croisées et un livre
de ces revendications sera constitué par ministère, par secteur, et chaque ministère est appelé à apporter une réponse à chaque revendication qui concerne son secteur. Ah, bien structuré là. Donc, dans le cahier, dans le livre là, devant chaque revendication, dit CSCB a dit ceci. Le gouvernement a dit apporter cette réponse là. Et lorsque là, c'est bien. On nous fait à soi, je te dis, c'est à nous d'apprécier, c'est pas à vous. Bon, ok. Nous sommes pas bien, mais ça paraît bien. On nous fait asseoir et nous sommes là comme des spectateurs. La fonction publique lit ce que la CSCB revendique, COSI revendique, CSA revendique, et la réponse apportée par chaque ministère, et c'est terminé. Donc, finalement, lorsque vous suivez la lecture du cahier, cette lecture expliquée, vous suivez la lecture expliquée du cahier, à la fin, vous vous retrouvez comme vous êtes surpris, il n'y a aucune satisfaction. C'est ce que nous avons vécu depuis 6 ans. S'il vous plaît, vous avez dit qu'on vous apporte les réponses séance tenante. La réponse, et lorsque vous le gouvernement n'est pas capable. Ceci là, c'est en cours. Bon, on va voir, etc. Donc ça là, c'est satisfaction. Mais nous autres, à notre niveau, nous faisons le point pour dire qu'on n'a pas eu satisfaction. Alors, effectivement, on n'a pas satisfaction. Et quand vous dites que vous n'avez pas satisfaction... Et c'est dans les faits. Et ça se passe comment par la suite? Voilà l'autorité qui essaie de répondre, expliquant que soit vous attendez un peu, ça va venir, les mots comme ceux-là, vous voulez du concret. Oui, donc à la fin, vous dites... Parce que la fin n'attend pas. Lorsque vous avez faim, vous n'attendez pas. Voilà. Maintenant, quand c'est comme ça, à la fin où vous constatez que vous n'avez pas du concret, j'imagine, vous relancez l'autorité, non? Ou bien vous ne le faites pas? Relancer, elle mettra le temps pour dire, et on convoque à quoi c'est la même chose. Ce n'est pas que lorsqu'on va convoquer les négociations gouvernement central et confédération syndicale très prochainement, les travailleurs ne peuvent pas être confiants pour dire, ah, nos problèmes seront réglés. Non. Mais c'est ce que nous vivons. Donc, du coup, on nous a arraché pratiquement le droit de grève. Dans une année, c'est 10 jours de grève, et vous ne devez pas dépasser 2 jours dans un mois. Et même les 2 jours dans un mois, dès que vous voulez lancer grève, c'est des pressions terribles sur les travailleurs. Récemment, la CSCB, avant de revenir avec la pression... Voulez-vous dire que l'expérience faite, avec qui vise, bon, ce sont vos mots, qui vise à régler les problèmes sans qu'on ne soit obligé d'aller vraiment en grève, que cette méthode n'a pas marché? Aucune efficacité. C'est la ruse. Aviez-vous fait le retour à l'autorité et proposé une autre méthode? C'est laquelle? On lui a toujours fait, même dans la commission, on lui a fait le retour. Pour dire, la manière dont vous procédez là, ça ne veut pas résoudre. Par exemple, à chaque rentrée, on convoque peut-être la commission de négociation. Mais on dit par rapport au problème de l'école, voici. Et on donne comme impression aux travailleurs dans ce secteur-là qu'on est en train de s'apprêter pour résoudre les problèmes. Mais on finit l'étude expliquée, vous constatez que rien n'est réglé. Au contraire, on corse la vie des gens. Nous avons été aux négociations et on a parlé des aspirants. On nous a dit ce sera de telle manière, etc. Mais lorsque nous sommes sortis, on a constaté que c'est plutôt une vie corsée des enseignants aspirants que nous avons constaté avec 32 heures, 30 heures de cours. Le chef de l'État a appelé les centrales pour dire, bon, venez, les gens sont allés. Il a réitéré ce que ces ministres ont retenu de faire. Et sur le terrain, aujourd'hui, lui, il est là. Il sait que les aspirants, personne n'a moins de 28 heures. C'est ça. Alors qu'un enseignant, pour être efficace et rentable, il faut qu'il ait au plus 20 heures ou 22 heures de cours. Lorsque vous augmentez, c'est que vous tuez l'enseignant. Pendant ce temps, le salaire est misérable. Il n'a même pas de quoi à subvenir à ses besoins. Le salaire ne tombe pas régulièrement. Il doit acheter à crédit savon, maïs et tout à côté. Donc, c'est tout ça que les travailleurs vivent. Dans les administrations, c'est pareil. C'est la pression et la soumission du travailleur à l'autorité. Si vous n'êtes pas soumis... soumission. Vous êtes à point de travail, vous devez faire le travail. Vous êtes au travail, vous devez faire le travail. Oui. Mais lorsque l'autorité abuse de vous... Comment ça? Abuser, c'est demander plus que le travailleur ne devait faire au travailleur. Mais l'ambiance générale dans le pays qui fait que les gens sont... nous vivons sous une autocratie. Bon, où c'est le chef. Oui, je pèse bien mes mots. Ça, ce n'est plus un mot inventé aujourd'hui, c'est réel. Vous vivez sous la force de l'autorité, du sommet jusqu'à la base. Lorsque les conditions sont de telle sorte, le travailleur sent le poids sur lui. Donc, les gens ne sont plus libres d'exprimer ce qu'ils pensent.
Si bien que même quand vous appelez à des assemblées générales, vous appelez à des meetings, vous appelez à des marches, c'est difficile d'avoir les travailleurs. Non, bon. Si c'est avoir peur de marcher, bon, est-ce qu'il faut se plaindre pour ça? Mais il ne faut pas avoir peur de bien faire son travail, Madame Soso. C'est ce qu'on demande au travail, c'est de bien faire le travail, non? Mais vous savez que quand on dit faire bien le travail, là, le fruit du travail là, va profiter à qui? Aux travailleurs et à la nation. Ça ne pas le bien commun à nous tous. C'est sûr. Mais lorsque toi, tu te reposes et tu ne fais que travailler l'autre, comme s'il y a un bœuf ou bien un animal. C'est qui fait ça? Les patrons. Qui sont les patrons? Dans les ministères et autres, là, les pressions avec des menaces. Parce que les tests votés pour gérer les travailleurs sont de telle manière que le travail est obligé de se soumettre à son patron. Vous parlez de quel test actuellement? La loi sur la fonction publique. Oui. Il y a la loi sur la fonction publique. Oui, comment ça? La loi sur l'embauche. Ça empêche le travailleur de se plaindre de son patron? On a hiérarchisé, on a dit, c'est sur cette base qu'ils ont détourné les choses pour dire que nous, par exemple, les 305 enseignants ont refusé de se soumettre aux injonctions de l'autorité par rapport au boycott sur l'évaluation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que les tests sont élaborés de manière à pouvoir tricher. De la part des autorités, les gens trichent. C'est ça. Et interprètent comme ils veulent. Or, si on doit bien interpréter, ça ne devait pas être comme ça. Mais dans le même temps, on a mis le bâton là pour dire, si par exemple tu ne respectes pas l'autorité, c'est que tu as telle sanction. Or, l'autorité devait pouvoir se référer à d'autres aspects du test avant de donner des directives à celui qui... Permettez que je retourne vers celui qui est toujours en fonction. Vous êtes tétanisé au travail? Bon, vous savez, ça dépend du moral de chacun. Qu'est-ce que ça signifie? Non, lui, il est un responsable syndical. Moi, j'ai toujours dit aux gens que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font là, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien, parce que ça dépend du moral, c'est-à-dire ta psychologie forte. La force de résister. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas dénoncer le mauvais comportement de leur chef. Monsieur Joël, vous n'allez pas me dire que tous les chefs se comportent bien. Non. À l'aide des réformes, c'est dire que tout le monde est désormais au pas et qu'il n'y a pas un chef supra et un employé soumis. Non. Qu'est-ce que vous dites si tout le monde est à l'aide des réformes, tout le monde est au pas? Je ne comprends pas. Mais ce que moi je comprends, nous rendons service. Et les autorités, c'est-à-dire nos chefs hiérarchiques aussi, viennent au service. Mais lorsque quelqu'un a une parcelle de pouvoir donné, à un moment donné, il a tendance à en abuser. C'est dans l'autorité publique. Voilà. Dans cet abus-là, ceux qui sont sous sa tutelle, des gens n'arrivent pas à dénoncer. Pourquoi? Parce que la loi ne lui permet peut-être pas d'avoir la langue un peu plus déliée. Donc, il se soumet, il subit. Mais lorsque moi, je suis quelque part, je vois ça, je refuse. Lorsque je vois un chef d'établissement de Togo dire que, bon, toi, je te donne, quoi, il a dit qu'il a fait, quoi, mise à pied avec retenue de salaire. Lui, la chose, mais lui, il est venu de quel siècle? Un chef d'établissement peut faire ça? Il sait ce qu'on appelle retenue sur salaire? Un chef d'établissement fait ça. Voilà. Maintenant, ce gardien-là ne peut pas dénoncer. Il ne peut pas dénoncer parce qu'il est un gardien. Il dit, si tu continues, je vais te renvoyer et tu n'auras rien, tu n'auras que 3 mois. Oui. Voilà comment il cite les tests. Et un gardien qui travaille du matin au soir et la nuit va rester encore là. Qui? Je lui ai posé la question au chef d'établissement. Mais lui, lorsqu'il vient le matin, le soir, il ne va pas dormir chez lui. Qui lui a dit que le gardien n'a pas le droit à un repos. Il a dit au gardien qu'il n'a pas le droit à un repos. Non, mais si nous ne sommes que 2, et que nous avons 2 portails, un pour les élèves et un pour les enseignants. Non, monsieur Joël, écoutez-moi là. Un pour les élèves et un pour les professeurs. Sinon, à part les professeurs, d'autres personnes qui doivent rentrer dans la maison. Un est sur ce portail et un est sur l'autre portail. Et ils sont là tous les jours. Et ils ont travaillé jusqu'à 19h. Les cours sont terminés. La nuit, normalement, un seul gardien ne suffit pas pour la maison. 2. C'est-à-dire quoi? Maintenant, la nuit, les 2 s'entendent pour dire, bon, toi, rentre pour dormir, moi je vais rester ici. Et la nuit, vous voulez dire que celui-là ne doit pas dormir. J'ai dit, mais écris à ton chef, parce qu'on lui a donné une demande d'explication. Écris-lui que j'ai dormi. Et j'attends ce qu'il va faire de cette réponse-là. Ah, ça, c'est rébellion à l'autorité, non? Voilà. Non, mais
Joël, vous ne rentrez pas, vous ne dormez pas. Voilà comment je parle maintenant d'un abus. Okay. J'ai donné l'exemple d'un abus. On ne va pas aller dans le fond pour ce sujet, mais j'ai parlé d'un abus. Et voilà comment les gens subissent et ils ne peuvent rien dire. Parce qu'on leur brandisse les thèses, je vais te renvoyer. Mais le travail est sacré, même si c'est 40 000 francs, vous lui remettez. Il a fait des programmes sur ça. Mais lorsque vous lui dites ça, c'est mauvais de votre part. Et c'est pourquoi... Mais moi, si quelqu'un me dit ça, c'est ce que me renvoyer, mais moi je vais refuser ça. Monsieur Thomas, ce que vous dites, c'est des faits qui se produisent concret. Ce n'est pas dans un seul établissement. C'est là. C'est réel. Réel. Et je ne peux pas dire ce que j'ai fait dans ça. À un moment donné, j'ai dû donner. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réalité de beaucoup de travailleurs? Beaucoup de travailleurs. Cas isolés. Ce n'est pas des cas isolés. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas des cas isolés. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes le gestionnaire de tout le pays, ça dépend de l'allure que vous donnez à votre pouvoir. Quand vous donnez une allure à votre pouvoir, tous ceux qui émanent de vous, qui sont des chefs, ont tendance à vous imiter. Expliquez-vous. C'est ça qui se passe. Vous avez vu la manière dont le président de la République gère le pays, c'est-à-dire de main de fer. Bon, c'est vous qui dites main de fer, je ne sais pas. Je dis, il gère de main de fer. Ça, c'est le vécu quotidien des travailleurs. Nous l'avons vécu. On a dit, par exemple, lorsque la crise là, a éclaté, ça là, c'est une parenthèse, par rapport aux élections présidentielles passées dans le centre du Bénin, où il y avait militaires et population qui étaient en crise. On a suivi le ministre des Affaires étrangères dire publiquement que le chef de l'État a donné des directives pour que les militaires utilisent tous les moyens possibles. Tous les moyens possibles. On sait bien qu'un militaire, lorsqu'on lui dit utilise tous les moyens possibles, lui n'a autre chose à faire que de prendre l'arme et de tirer. Le militaire, c'est comme ça. L'arme, là, c'est ça. Lui, quand on dit utilise tous les moyens, c'est l'arme. Et il commence par utiliser son arme. On a dit le chef de l'État a donné les consignes pour que les militaires utilisent tous les moyens possibles pour faire passer le matériel électoral sur les territoires où les voies étaient barricadées. Alors, ça veut dire qu'on est en train de gérer le pays de main de fer. Et lorsque vous agissez comme ça, les gens vous imitent à partir du sommet jusqu'à la base. C'est ce que, au quotidien, les travailleurs vivent dans leurs services, dans les sociétés privées et dans les milieux publics. C'est pareil. C'est pour cela que ce qu'il a dit là, il n'a pas menti. Pour aller de l'avant, que faudra-t-il faire? Vous avez commencé par énumérer quelques pistes tout à l'heure, si vous devez en ajouter, et ça va être pour conclure aussi. J'ai évoqué un peu les questions de liberté. Tu n'as pas bien... Enfin, tu ne m'as pas permis de bien clarifier, mais je l'ai déjà posé. C'est pour dire que nous ne sommes pas libres dans le pays. La liberté d'expression, d'association, de réunion, tout ça là, c'est hypothéqué. Et parce que sur les lieux de travail, il est empêché, les travailleurs sont régulièrement empêchés de se réunir, de discuter de leurs problèmes. Ça, c'est un problème. Ensuite, les perspectives aujourd'hui, je trouve que pour détendre l'atmosphère, pour permettre au travail d'avoir la tête sur les épaules, pour bien travailler de façon bien à cœur joie, il faut, premièrement, libérer tous les responsables syndicaux qui ont été emprisonnés de 2016 jusqu'à nos jours. Il y en a? Il y en a, mais... Ah bon? Laurent Métagnon, Adé Goké, Kouou Edoua, beaucoup d'autres. C'est des responsables syndicaux. Okay, sous ensuite, des prétextes. Ils n'ont pas tué. Ensuite? Non, ne faut pas la prison que celui qui a tué. Non, c'est pour te dire la plus grosse faute. Ok, allons-y. Ensuite, en termes de perspective? D'autres perspectives, il faut réhabiliter tous ceux qui ont été radiés depuis 2016 jusqu'à nos jours. Il faut les réhabiliter. Autre chose, il faut alors permettre à tous ceux qui sont des Béninois et qui sont à l'extérieur mais qui ont peur de revenir dans leur pays, de revenir. Parce que tout ça là, ça va détendre l'atmosphère. Et il faut aussi que les salaires soient revus à la hausse. Il faudrait aussi que les salaires soient revus à la hausse et qu'il y ait hiérarchisation des salaires. Les milieux où les conventions devraient se signer, il faut que ces conventions soient signées. Merci beaucoup. Vous ajouterez? Je vais demander au chef de l'État, lorsque la Cour constitutionnelle donnait les résultats, il disait, dans ce qu'il nous disait,
qu'il va changer sur ce que les gens lui reprochent. Il faut qu'il prenne les justes mesures en ordonnant le temps qui reste encore, il peut encore ordonner à son ministre des Finances de libérer les moins perçus des enseignants. Il souffre beaucoup pour ça. Merci à vous, monsieur Tomawa, qui a beaucoup pensé à lui. C'est légitime, ainsi va la vie, mais il n'a pas oublié les travailleurs dans leur ensemble. Merci également à vous, Mathurine Sosoupé, chers téléspectateurs. Un clin d'œil aux travailleurs du monde. On va vous fausser compagnie sur ces citations de Charles Darwin. Les espèces qui survivent, dit-il, ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.